Bienvenue dans ce premier épisode avec ma toute nouvelle invitée, Sarah Hamel, psychoéducatrice. Peut-être que tu la connais, peut-être que tu ne la connais pas, mais je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Sarah Hamel est venue sur Terre pour chambouler le monde de l'éducation des enfants. Je l'ai invitée dans le but de nous challenger, nous, comme personnes, parce que je réalise, avec mes réadaptations en physiothérapie, à quel point c'est difficile pour mes clientes de simplement s'accorder du temps. Donc, Sarah Hamel, elle est venue un peu pour remettre en question plusieurs de nos conditionnements de notre éducation, parce que finalement, tu sais, on aimerait ça que nos enfants, ce soit peut-être un petit peu plus doux pour eux quand ils seront rendus adultes. Et c'est ce que je t'invite à faire à nos côtés. Donc, premier épisode déjà haut en couleur et les prochains le seront tout autant. Et encore une fois, je t'invite à commenter, à partager, à nous dire comment tu te sens suite à l'écoute de cet épisode-là. Et je t'invite à nous suivre dans cette série avec Sarah Hamel. Donc, on embarque dans le bateau, gang, et on observe cette aventure qui nous attend, là, accompagnée de Sarah. Je suis certaine que ça va contribuer à adoucir ton rôle dans ta propre vie puis de maman aussi. Allô les filles, bienvenue dans cet épisode spécial où je reçois une vedette du web qui change le monde et je suis tellement choyée de la recevoir, Sarah Hamel. Bonjour. Psychoéducatrice. Oui. Là, on va faire comme si personne te connaissait, même si ça me surprendrait beaucoup. Là. Ben, il y en a qui me connaissent pas. Là. Tu penses? Oh, oui, il y en a. Tu as quand même été lu 20 000 fois à ton premier livre. Oui. Premier livre, Le Petit Pouls d'Amérique. Oui. Écoute, on part où, là? Il y a trop de choses à dire. Oui, ça commence pas avec le petit pouls d'Amérique. Ça commence pas là, toi? Non. Ce qui s'est passé, c'est que... OK, je suis qui? Je suis Sarah Hamel, je suis psychoéducatrice. Moi, j'ai fait la grosse majorité de ma carrière en CLSC, au CLSC de Montréal-Nord. Puis, à un moment donné, je suis tombée enceinte. Puis, pendant mon congé de maternité, mon chum a eu une opportunité d'emploi au Saguenay. Puis, c'était la pandémie. Puis, le timing était bon. Puis, moi, je savais que des jobs en psychoéducation, c'est pas ça qui manque. Donc, on a décidé de faire le move. Puis, on est déménagé au Saguenay. Puis là-bas, je connaissais personne. Je le redis, pandémie. Je m'ennuyais un peu. J'avais beaucoup de temps à combler. Puis cet ennui-là s'est transformé en créativité. C'est là que j'ai commencé à faire des petites capsules que j'appelle comico-éducatives sur les médias sociaux. Parce que dans le fond, là, il faut comprendre que moi, j'étais sur un groupe Facebook de mamans, les mamans qui avaient accouché en mars 2020. Puis là, nos bébés, ils approchaient les 1 an, 1 an. Puis il y avait plein de questionnements là, par rapport au comportement de l'enfant, au développement, qui popaient. Et moi, je voulais pas être la fatigante qui a tout le temps la réponse à tout. Je voulais être sur le groupe à titre de maman et non à titre de professionnelle ou de psychoéducatrice. Alors, je m'abstenais de répondre, mais j'accumulais, mettons, les préoccupations, puis ça me démangeait à un point de donner la vraie réponse, tu sais. Parce que des fois, je voyais dans les commentaires que les réponses, c'était peut-être pas nécessairement la réponse la plus alignée avec ce que la science nous disait, mais non. Alors, j'avais envie de vulgariser ces informations-là puis de rendre ça accessible. C'est comme ça que je me suis créé ma page Facebook puis ma page Instagram en me disant, moi, je vais aller faire mes petites capsules, je vais les aborder, ces questions-là, puis ceux que ça intéresse, tant mieux, puis ceux que ça intéresse pas, ils scrolleront puis ils passeront tout droit. Puis 1 an plus tard, j'avais comme 100 000 abonnés. Fait ça allait exploser. On avait besoin d'une Sarah Hamel dans nos vies. Parce qu'il y a beaucoup de choses comme parents qu'on ressentait qui nous dérangeaient, qu'on n'arrivait pas à trouver de solution. Puis ce qui nous était présenté était toujours très violent, puis ça ne fitait pas. Puis on se disait, je suis anormale, tu sais, la pression qui embarque et tout. Fait qu'on attendait ça finalement, que quelqu'un se concentre sur l'enfant, puis s'intéresse vraiment à son bien-être à 100% pour voir comment on peut cohabiter avec ces petites bêtes-là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis je pense que le fait que ce soit humoristique, que ce soit très imagé, sous forme un peu de BD, ça a rendu ça accessible. Puis c'est aller rejoindre des gens qui ne s'intéressaient pas nécessairement à ce contenu-là à la base. Parce que, tu sais, avant le gros boom de réseaux sociaux, si tu voulais
en apprendre plus sur la parentalité, il fallait que tu ailles acheter des gros manuels sur le développement d'enfants. C'était toujours c'est pas super intéressant. long, plat. Ben oui. C'est ça, tu sais, l'information, Ben oui. tout le monde s'en calisse. Tu sais. On s'en fout de l'information. Ce qu'on veut, c'est connecter. Ouais. Sur les réseaux, de la façon que tu le fais, on connecte en titi, parce que c'est ça, on rit beaucoup, là. Oui, puis tu sais, peut-être que tu l'as remarqué, mais moi, j'accorde une grosse importance à l'instinct du parent, à ramener ça de l'avant, de pas juste... En fait, moi, c'est pas les comportements qui m'intéressent, c'est ce qui se cache derrière les comportements, c'est le développement de l'enfant. Il y a bien des comportements qui sont dérangeants, qui sont tu sais, qu'on préférait que l'enfant ait pas, mais qui ont leur raison d'être d'un point de vue développemental, puis que c'est contre-productif de juste vouloir les casser. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qui est super important qu'on comprenne. Puis, tu sais, t'as remarqué peut-être aussi que c'est rare que je donne des trucs, hein. C'est rare que je vais dire... Voici la technique. Faites ça. Faites pas ça, faites ça. C'est très rare que je vais faire ça. Je vais plutôt expliquer c'est quoi que l'enfant a besoin quand il fait tel comportement. Donc, c'est quoi les conditions favorables à mettre en place pour permettre à l'enfant de régler tel ou tel comportement. Mais c'est très rare que je vais donner des techniques, puis c'est pas un addon, hein. Je me suis rendu compte, moi, dans ma pratique, que plus je donnais des techniques précises aux parents, plus le parent était centré sur la technique, puis il se déconnectait de son instinct. Fait qu'il passait à côté, finalement, du réel besoin de l'enfant. Fait que moi, je fais confiance que le parent, s'il comprend ce qui se cache derrière le comportement, s'il change ses lunettes, là, qu'il arrête d'interpréter ça comme du manque de respect, comme de la manipulation, comme de la paresse, whatever, le terme négatif qu'on va attribuer au mauvais comportement, puis encore le mauvais comportement en très gros guillemets, là, comportement dérangeant plutôt, ben moi, j'ai confiance que si on change les lunettes du parent par rapport à ce comportement-là, naturellement, il va savoir comment intervenir. On oublie de se faire confiance. On oublie qu'on les a, ces ressources-là, à l'intérieur de nous. On l'a, l'autorité naturelle, mais l'autorité naturelle, on l'a perdue quand on s'est mis à dépendre de techniques, de punitions, de récompenses, puis de conséquences. Okay? Oui. Fait que ça, on pourrait en revenir ben oui, parce que pourquoi je t'ai fait venir? Parce que là, on s'en va vers ça. Tu sais, je t'ai fait venir parce que moi, avec mes clientes, je les vois les enjeux à leur niveau à elles, comment c'est difficile pour elles de s'investir dans une réadaptation parce qu'ils sont tellement pas prioritaires dans leur propre vie. Puis en questionnant dans mes stories, les filles, tu sais, en sachant que tu t'en venais, qu'est-ce qui leur dérangeait de leur comportement en tant qu'adultes qui n'aimeraient pas reproduire, tu sais, que leur enfant reproduise. Il y avait beaucoup, justement, de questions de famille, comment la famille agit avec nous, qui ne respecte pas nos limites. Bref, ça, c'est toutes des choses que j'aimerais qu'on entre là-dedans dans les prochains épisodes, mais pour l'instant, dans la voiture, parce qu'imaginez-vous donc qu'on est voisines. Oui. On a covoituré. On a covoituré, puis on s'est dit, attends, pourquoi qu'on n'a pas enregistré cette heure de chiard-là? C'était très animé. C'était vraiment très animé. Mais ramenons ça. Tu me l'as dit, l'approche comportementale, c'est pas une approche qui te fait tant triper. Puis dans la littérature scientifique, c'est quand même reconnu maintenant chez les enfants, quand on est plutôt dans l'approche comportementale, mais il y a peut-être des choses qu'on passe à côté, là. Je sais pas si tu as envie d'en parler. Oui, absolument. Dans le fond, puis je vais comme faire une petite mise en garde, OK, avant d'embarquer, parce que l'approche comportementale, c'est pas complètement de la chenoute, OK? Ça nous a apporté du bon, là. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on s'est... qu'on a délaissé la correction physique parce qu'il y a quand même plein d'études qui se sont intéressées au renforcement positif, renforcement négatif, qui ont vu là, que les enfants fonctionnaient mieux avec le renforcement positif, puis que le renforcement négatif, ça pouvait même avoir des impacts délétères. Fait que merci, approche comportementale pour ça. Par contre, cette approche-là qui domine le monde de la psychologie puis du développement de l'enfant, le monde de l'éducation là, depuis les 40 dernières années, malheureusement, elle est très remise en question par les récentes avancées en neurosciences puis en attachement. Donc, c'est pas évident, OK, ça, parce que, étant donné que ça fait quand même vraiment longtemps que ça domine, que c'est ça qu'on apprend à l'université, que c'est ça qu'on apprend à la technique à la petite enfance, tu sais, dans les cégeps, dans les universités, c'est beaucoup ça qui est enseigné, c'est ce qu'on
croient comme étant la vérité. Donc, d'apprendre que ce n'est pas, ça peut être un peu inconfortable, OK? C'est de la dissonance cognitive. Ça, j'en parle souvent parce que moi aussi, j'ai dit des choses qui sont pas nécessairement faciles à entendre. Puis quand ça fonctionne pas dans notre cerveau avec ce qu'on connaît, ben c'est douloureux, hein, à ressentir. Oui. Fait que souvent, on a plus tendance à rejeter et à se fermer. Puis là, ça m'amène à une petite mise en garde. Et je lève le bras, mon épaule craque. J'espère que ça s'entend pas. Elle perd des bouts, la fille! À l'aide! Ça, c'est parce que j'ai allaité sur ce bras-là toute cette nuit. Fait que pour moi, il crie aide-moi, arrête de bouger. Mais là, on va faire une petite mise en garde par rapport aux professeurs et aux éducatrices. J'apprécierais parce que on s'entend qu'elles... l'approche comportementale, c'est quand même quelque chose qui est facile à appliquer dans leur quotidien pour que ça fonctionne, le groupe. Puis là, ce qu'on va parler, finalement, c'est un peu de ces effets-là. Qu'est-ce que ça fait sur nos adultes plus tard? Qu'est-ce que ça l'implique dans leur relation, dans leur alignement professionnel, dans leur vie, tu sais, de tous les jours? Qu'est-ce que ça fait sur eux comme effet négatif d'avoir finalement été conditionnés à être sous l'effet d'une autorité. Puis l'autorité aussi, ça fait peur à bien du monde. Moi, je l'entends souvent, là, vous créez des enfants rois, vous créez... C'est toute cette violence-là, finalement, que j'aimerais qu'on remette en question parce qu'il y a des bienfaits sur nos vies à nous, qu'on vit finalement beaucoup d'effets négatifs de cette approche-là. Puis juste avant qu'on parte là-dessus, on en parlait aussi, tu sais, scientifiquement. Moi, c'est beaucoup au niveau de l'accouchement, là, mais scientifiquement, il y a des avancées, puis il y a des choses qui sont reconnues, des fois depuis plusieurs dizaines d'années, et ce n'est pas encore sur le terrain professionnel et encore moins chez le commun des mortels. Donc, quand vous écoutez notre série ensemble, à moi et Sarah, là, des prochains épisodes du Canal vaginal, je vous invite à vous ouvrir les yeux et les oreilles, le cœur surtout. Laissez de l'espace à être choqué, dérangé, vous dire... Je comprends pas nécessairement comment concrètement l'appliquer. Peut-être que là, après ça, on pourrait les référer vers ton livre aussi. Ben oui. En fait, là, c'est souvent, quand on est confronté, chamboulé dans notre système de croyances, qu'on apprend que ce qu'on croyait comme étant vrai ne l'est pas, ça va beaucoup éveiller notre culpabilité parce qu'il n'y a pas un seul parent, il n'y a pas une éducatrice, il n'y a pas une enseignante sur la terre qui veut nuire à l'enfant qu'elle a devant elle. Toutes les interventions qu'on fait, on le fait dans le meilleur intérêt de l'enfant, au meilleur de notre connaissance. Puis c'est là que je veux mettre l'emphase. C'est au meilleur de nos connaissances, mais nos connaissances, elles évoluent. La science de l'éducation, la science du développement évolue. Donc, on n'est plus au même endroit. Puis ce que la science, elle nous démontre, c'est que beaucoup d'interventions de l'approche comportementale ont un impact délétère sur le processus de maturation affective de l'enfant. Fait que même si c'est une intervention qui semble efficace dans le ici-maintenant, si on regarde dans le processus de maturation affective sur du long terme, elle est nuisible. Donc, c'est pas parce qu'une intervention fonctionne qu'elle est bonne. C'est ça la nuance qu'il va falloir apporter. Puis, je veux vraiment ramener ça. Moi, j'ai aucun doute que toutes les auditrices qui nous écoutent veulent le mieux pour leurs enfants, qu'elles sont remplies de bienveillance, puis que ce qu'elles ont fait, c'était pas justement parce qu'elles étaient pas gentilles ou qu'elles voulaient volontairement nuire, c'était au meilleur de leur connaissance. Fait que c'est pour ça que je vous invite à accueillir cette culpabilité-là, puis de l'utiliser comme une boussole pour se réaligner, puis réellement offrir ce qu'on souhaite offrir à nos enfants en fonction à la lumière des nouvelles connaissances qu'on apprend aujourd'hui ou dans nos lectures et tout. Puis là, je sais pas si tu serais prête à ce qu'on fasse ça, mais j'aurais aimé ça qu'on dise un peu les comportements qu'on a en tant qu'adultes qui sont issus peut-être de cette approche comportementale-là. Bien, avant, ça te dérange-tu que j'explique c'est quoi la différence entre l'approche comportementale puis développementale? Parce que j'ai l'impression que pour nous, c'est super clair, mais que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas nécessairement évident c'est quoi la nuance. Oui, écoute, allons-y. OK. L'approche comportementale, c'est une approche qui est centrée sur le comportement. C'est qu'on constate qu'il y a un comportement problématique et on veut le corriger. On veut que l'enfant désapprenne le mauvais comportement et qu'il apprenne le bon comportement. Donc, dans l'approche comportementale, par exemple, si j'ai un enfant qui a des difficultés de gestion
de sa colère. Je vais vouloir qu'il désapprenne à lancer des choses, puis à donner des coups de pied, puis qu'il apprenne à aller lancer des petites plumes, puis faire de la respiration dans le coin calme, OK? Donc, je veux désapprendre, apprendre. T'sais, on est dans un modèle, dans la théorie de l'apprentissage, finalement. Sauf que ce que la neuroscience nous a apporté, c'est que la plupart des comportements de l'enfant, même s'ils sont désagréables, comme je disais tantôt, ils ont une raison d'être d'un point de vue développemental, d'un point de vue de survie de l'espèce. Puis, c'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté. Puis la plupart des habiletés qu'on veut que nos enfants acquièrent pour être capables de se comporter selon nos attentes, ce sont pas des choses qui s'apprennent, ce sont des choses qui se développent. Donc, si je reviens encore avec l'exemple de l'enfant qui a de la difficulté à bien vivre ses colères, ça sert à rien de lui enseigner des techniques de gestion de la colère. Oh, puis là, je le sais que c'est super confrontant ce que je viens de dire là. Je sais que juste mais tu peux-tu le faire sur l'anxiété? Ben, okay, ton enfant anxieux, des techniques de gestion de l'anxiété. Je t'en supplie. Okay, fais-moi parfait. une psychoéducation à moi-même. Ben, parfait. OK, fait que la même chose. On va remplacer la colère par l'anxiété. C'est la même affaire. Ça sert à rien d'enseigner à quelqu'un comment faire pour gérer son anxiété. OK? Ce qu'on veut, c'est donner les conditions favorables pour que l'enfant apprivoise son émotion. Oh, putain. OK? Donc, c'est beaucoup dans la relation que la réponse se trouve. Fait que de dire à mon enfant... justement, soit t'es fâché, là, fais des respirations, ou t'es anxieux, OK, on va te sortir de cette émotion-là, là. Tu sais, ça envoie le message contraire de ce qu'on veut vraiment. On se déconnecte. Si je veux que mon enfant apprivoise son émotion, il faut que je lui... faut que je lui apprenne que son émotion n'est pas dangereuse. Mais si à chaque fois qu'il y a une émotion, j'essaie de le sortir au plus sacrant, mais je suis en train d'y montrer là, qu'il y a quelque chose à fixer là, quand il y a cette émotion-là. Là. Il y a quelque chose de pas normal. Il est problématique, il est inadéquat. Ouais. C'est pour ça, tu sais, dire des émotions négatives, c'est mieux de dire désagréables parce qu'ils sont pas sont essentiels, sont nécessaires. Ouais. Ça, je pense que c'est toi qui avais dit ça une fois sur les réseaux. J'ai dit, mais beaucoup dans ce qu'on dit, et moi, je sac beaucoup, hein? C'est correct. OK, merci. C'est correct. Moi, je fais attention à cause de l'ordre. Ben, ils m'ont pas encore poursuivi pour ça. Fait que pour l'instant... On en parlait dans l'auto, hein? Notre langage et l'ordre toutes les fois qu'on a été chicanés. Mais voilà, c'est ça, rayonner et parler avec une boule de vie en dedans. Mais qu'est-ce que je disais? C'est ça, je pense que c'est toi qui l'avais partagé sur les réseaux, à quel point finalement ça faisait une différence, les mots, quand on les utilise de certaines façons. Puis de juste dire, c'est une émotion qui est désagréable, mais elle est valide, elle existe. Je vais t'accompagner à vivre cette émotion-là. Ouais. Ça fait une différence. Puis effectivement, tu sais, dans les enjeux que je veux qu'on discute dans les prochains épisodes, entre autres, c'est à quel point on est, en tout cas, pas mal tous très immatures émotivement. Parce qu'en étant enfant, on s'est fait dire qu'on était inadéquat de ressentir certaines choses, ce qui fait qu'on s'est déconnecté. Puis ça a des effets concrets sur notre bien-être relationnel, professionnel. On est désaligné de nos propres vies. Je ne sais pas si... Bien, c'est ça, en fait, c'est que le processus de maturation affective pour plusieurs, de par les interventions qu'ils ont reçues quand ils étaient petits, ça a été stoppé. On n'a pas eu, nous autres, les conditions favorables pour que ce processus de maturation affective se fasse. Tu sais, si je reviens avec l'exemple de la colère, l'anxiété, peu importe, une émotion que l'enfant a de la difficulté à vivre, l'approche développementale ne va pas vouloir enseigner quoi que ce soit à l'enfant. On va d'abord se demander, bien, c'est quoi ses réelles capacités au moment où on se parle? L'enfant que j'ai devant moi, c'est t'sais, je vais adapter mes attentes en fonction de ça. Si j'ai un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, en bas de 7 ans, puis qu'il se désorganise quand il y a une grosse émotion envahissante, ben c'est complètement irréaliste de lui demander de se réguler tout seul
développemental parlant, son cerveau est pas suffisamment développé pour être en mesure de se calmer tout seul. Fait que ça, en partant, là, l'approche développementale nous réaligne par rapport à c'est quoi les réelles attentes qu'on devrait avoir en fonction de l'enfant, c'est quoi ses réelles capacités. Puis si l'enfant, il n'est pas capable de faire ce que j'aimerais qu'il fasse, mais ma job, c'est pas justement d'essayer d'y bourrer le crâne de stratégie pour accélérer son développement. On peut pas accélérer le développement, tout comme on peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Si tu tires sur une plante pour qu'elle pousse plus vite, tu vas la maganer, la petite plante, tu vas pas l'aider. Puis la petite plante, si tu lui dis « Hey, fais un effort pour pousser plus vite, puis si tu fais un effort, je vais te donner plus d'eau puis plus d'engrais. » Ça marchera pas. Puis si tu dis « Ben, si tu pousses pas plus vite, d'abord, je vais te mettre dans le garde-robe. » Ça marchera pas plus. OK? Fait que les punitions puis les récompenses, c'est pas ça qui accélère le processus de maturation. C'est pas ça qui va donner un coup de pouce à la nature. La nature a prévu les choses, puis nous, notre rôle, c'est on a deux rôles importants. Un, de fournir les conditions favorables pour soutenir ce processus de maturation-là. Puis le deuxième, comme on ne peut pas accélérer le processus de maturation, mais qu'on veut quand même qu'il se comporte de manière civilisée, là, ben c'est de compenser pour leur immaturité. Fait qu'on va pallier à l'immaturité cérébrale plutôt que de punir l'immaturité cérébrale. J'espère que tout le monde va écouter juste cette partie-là. Parce que c'est ça qui se passe avec l'approche comportementale, c'est que si tu sais, on met des objectifs, puis là, si tu atteins les objectifs, on va te donner un collant. Bravo. Mais si tu n'atteins pas l'objectif, là, on va te donner soit une conséquence ou l'absence de collant, qui est l'équivalent d'une punition, là. Puis, c'est de penser que de bien se comporter, c'est une question de bonne ou de mauvaise volonté. Mais c'est pas ça. Les comportements, en arrière d'un comportement problématique, va toujours se cacher soit une émotion, un besoin non comblé ou une habileté non acquise. L'enfant, il est carrément pas capable de faire autrement au moment où ça se produit. Puis c'est dur dans notre société actuelle, très rapide, de performance, où est-ce que, tu sais, juste la prof de ma fille en 3e qui est tout le temps en train de nous redonner des projets, puis des ci, puis des ça, tu sais, moi, j'en ai 4, puis je suis comme, tu sais, on est déjà avec les bains et les soupers, tu sais, puis on a une vie douce, moi puis mon conjoint, parce qu'il est boulanger, il finit à 9h, moi, je commence, tu sais, on est tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un à la maison, fait que c'est vraiment doux, notre vie, mais malgré tout, le soir, d'être surchargé de devoirs, d'être surchargé du souper, de la vaisselle, des bains, tu sais, c'est comme j'accumule. Ouais. Je me dis, crime, c'est plus simple, les comportements. Tu sais, c'est plus simple de conditionner. Ben oui. C'est beaucoup plus, dans notre réalité, trop rapide, qu'il faut que ça fonctionne maintenant, parce que si ça ne fonctionne pas, tout le reste ne suit plus. C'est tout ça à remettre en question, finalement. Ben oui. C'est là qu'on se parlait dans l'auto, qu'on se disait, crime, ben là, c'est une vision, tu sais, c'est pas moi qui l'ai, je veux dire, on est nombreuses à l'avoir, mais tu l'as toi aussi, je pense, là, c'est, si on changeait notre façon de faire à nos petits-enfants devant nous, bien, c'est la terre entière qu'on changerait, tu sais. Ouais. C'est toute une culture qui nous déconnecte de notre vrai X à nous, notre vraie raison d'être sur Terre, qui viendrait changer. Si on était en mesure d'avoir le temps d'analyser le besoin émotif et d'y répondre, de pallier à l'immaturité de nos enfants, qu'est-ce que ça donnerait comme adulte plus tard, mais notre réalité, à quoi qu'elle ressemblerait. Puis je vous invite à vous fermer les yeux puis vous imaginer avoir le temps, le soir ou le jour, ou peu importe, de regarder votre enfant puis de vous dire « Hey, c'est quoi son réel besoin? Comment je peux le soutenir? » Puis ça, c'est une nuance vraiment importante que tu apportes, hein, parce que souvent, justement, on va dire « Mais oui, mais là, je veux bien là, analyser c'est quoi qui se cache derrière son comportement, mais je suis pas capable. » Puis souvent, ça peut amener comme un sentiment d'impuissance, d'incompétence chez le parent, mais c'est pas quelque chose qui est microsystémique. C'est pas nous les parents le problème, là. C'est macro, c'est vraiment la société ne nous permet pas à nous les parents d'offrir les conditions favorables à nos enfants pour soutenir le processus de maturation affective. On est claqué le soir, OK? Puis c'est drôle qu'on en parle parce que ça m'est arrivé hier. Hier, là, j'avais eu une super mauvaise nuit. Puis là, au moment de la sieste, j'aurais vraiment eu besoin que ma fille, elle s'endorme en un claquement de doigts parce que moi, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. J'avais besoin de dormir. Puis, pour faire exprès, c'était vraiment difficile. Elle dormait pas, nanana.
Mais là, moi, j'avais un besoin non comblé, OK? Puis mon besoin non comblé, mon épuisement à ce moment-là faisait en sorte que j'étais incapable d'être à l'écoute de son besoin à elle. J'étais juste en beau maudit. Puis ma maturité affective, elle a pris le bord. Je suis devenue bébé là, tu sais. Ah ben d'abord, là, si tu dors pas, là, ben moi, je me tourne le dos, là, tu sais. Je m'occupe de toi, là. Puis il a fallu que je me ramène. Attends une minute, là, c'est toi l'adulte. C'est toi l'adulte. T'es supposé être plus mature que ton enfant. Il a fallu que je prenne un moment pour me réguler, me ramener, puis dire, OK, non. Elle a visiblement de la difficulté. C'est pas à elle à répondre à tes besoins. OK? Elle a 3 ans et demi. Elle ne peut pas assumer cette charge-là de répondre à tes besoins. Elle peut pas changer la manière dont elle fonctionne parce que toi, t'es fatigué. Ça peut pas, là, OK? Ça, c'est irréaliste. Sauf que ce processus-là, là, d'être capable de se voir aller, de se dire, OK, non, là, je vais prendre un 2 minutes tout seul dans la toilette pour aller me réguler, pour aller me regrounder, puis je vais revenir après pour pouvoir aider mon enfant, là. Ça, là, c'est pas facile, là. Ça demande vraiment, vraiment beaucoup de maturité affective. Ça demande beaucoup de travail sur soi, d'introspection, puis de se regarder aller. C'est pas facile, justement, quand on vit à 100 000 à l'heure puis qu'on est brûlé. Puis peu importe à quel point on aime nos parents, puis qu'on est content, puis qu'on a de la gratitude de tout ce qu'ils ont fait. Ça, c'est pas leur faute non plus parce qu'ils étaient aussi dans un système, puis ils étaient coincés là-dedans. Tu sais, là, c'était les enfants capricieux, puis tout ça, tu sais, on va en reparler. C'est encore une question de connaissance. C'est encore une question de connaissance, mais il faut admettre, peu importe à quel point on aime nos parents, il faut admettre qu'on a été conditionnés à combler leur attente. Oui, puis on s'est déconnecté de notre propre raison d'être. Peu importe à quel point on les aime, à quel point ils nous aiment, c'est quand même ça qui est arrivé. Fait que quand on arrive dans des situations comme celle-là, où est-ce que notre propre capacité d'introspection n'a pas été développée, notre propre maturité émotive, même un peu notre empathie peut-être. Quoique les femmes, on a peut-être un peu trop. Ben, en fait, là, c'est purement un réflexe de survie de l'espèce, OK? L'empathie? La difficulté à se centrer sur le besoin de l'autre quand notre besoin est non comblé. Tu sais, là, mettons, là, si j'ai un petit jambon, là, mais que je suis sur une île déserte puis j'ai pas mangé depuis 8 semaines, là, je vais avoir bien de la misère à partager mon petit jambon. Je vais avoir de la misère à considérer la faim de l'autre personne, donc le besoin de l'autre. Parce que moi, j'ai besoin... Ma priorité, c'est d'assurer ma survie. Fait que c'est sûr que ma priorité, ça va être de répondre à mon propre besoin inconsciemment. Souvent, c'est inconscient chez les parents parce que justement, on a appris très tôt à ignorer nos besoins pour pas déranger les autres, pour pas perdre l'amour de l'autre, pour être adéquat, pour être des bonnes petites filles, puis tout ça. On a appris à ignorer nos besoins. Fait que bien souvent, on n'a même pas conscience qu'on a un besoin, mais notre corps le sait qu'on a un besoin. Puis notre corps va tout faire pour combler ce besoin-là inconsciemment. Fait que dans mon exemple d'hier, moi, tout ce que je voulais, c'était dormir. C'est juste ça que je voulais. Fait que j'étais en fait, à un moment, au début, là, j'étais incapable de voir qu'elle avait de la misère à mettre son petit corps à off. Elle avait de la difficulté à s'apaiser. Elle avait besoin de mon aide, dans le fond, pour s'apaiser. Elle avait besoin de pouvoir se déposer au sein de notre relation pour juste se mettre à off puis se laisser prendre soin. C'est ça qu'elle avait besoin. Sauf que moi, là, j'étais comme, non, moi, je m'occupe de toi, là. J'ai pas dit ça, mais mon attitude disait ça. Mon attitude disait, là moi, je veux dormir. Fait que ta survie à toi, là, assure-la toi-même, compte pas sur moi. Moi, je dors. C'est ça le message que j'envoyais inconsciemment. Fait que c'est sûr que ça l'alarmait. Puis un système nerveux alarmé, ça dort pas, OK? Fait que c'est ça qui se passait, c'était voué à l'échec. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu que je prenne conscience de ce qui est en train de se passer, que je prenne un pas de recul, que je me reground puis que je revienne. Hey, Elisabeth, c'est pas facile, hein, mettre ton petit corps... C'est difficile pour toi là, de t'endormir, c'est correct, ma cocotte. T'as pas besoin, toi. T'as pas besoin de savoir comment t'endormir, OK? Viens-t'en, là, je vais te bercer. Moi, je sais comment faire pour calmer ton corps. Viens-t'en. Puis là, elle s'est endormie. Mais ça a pris 2 heures. Ça a pris 2 heures avant que je sois capable de faire ce processus-là. Puis, tu sais, j'étais fâchée, ce là. processus-là, tu l'as appris de par tes formations. Oui. Fait que, tu sais, le commun des mortels, il y a beaucoup de défis entourant ça. Peut-être ça va nous prendre plus que 2 heures, puis peut-être ça va nous prendre des mois. Quand on est dans un cercle vicieux, on est pris dedans. On peut j'ai encore sacré. Là, je me suis dit, hey, sac pu, tu veux pas te plaindre? Encore sacré. C'est correct. On veut sortir de ces cercles-là parce que moi, je l'ai dit souvent, là, je vais encore sacrer. T'es-tu prête? Vas-y. Je vous préviens, je vais sacrer. On n'a pas fait nos enfants pour se faire chier.
Puis moi, à chaque fois que ça me fait chier d'être mère, je me dis, il y a quelque chose qu'on comprend pas. Puis nous, on a le réflexe d'aller consulter en psychoéducation pour essayer de comprendre c'est quoi la chimie présentement. Puis tu sais, souvent, un rendez-vous deux, puis c'est comme tellement évident quand t'es un oiseau qui regarde. C'est ça. Mais quand t'es dedans avec l'émotion, puis ton émotion qui est pas maturée, c'est vraiment dur à Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai changé de moi pour le mieux, que j'ai évolué finalement, que j'ai gagné en maturité dans le but d'alléger la vie de famille. Mais c'est tout des processus intéressants. Mais là, je voulais juste dire avec ce que tu dis, tu sais, là, tu parles, mon besoin n'était pas comblé, mon besoin prenait le dessus, c'est une réaction instinctive. Puis ça, moi, tu sais, dans mon prochain livre qui sort bientôt, là, bien bientôt, c'est en 2024, ça, j'en parle beaucoup entourant la grossesse et l'accouchement, comme quoi qu'une maman ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. Et si on veut qu'une maman puisse se donner, elle doit recevoir. Et ça, c'est un contexte dans lequel on n'est pas habitué d'être parce qu'on a été conditionné justement à se sacrifier pour le bien d'autrui puis d'être très valorisé parce qu'on apporte aux autres à notre détriment. C'est pas possible de se donner à quelqu'un si nous-mêmes, on est vide en dedans, tu sais, on n'a pas été rempli. Fait que ça, c'est quelque chose que je vous invite à réfléchir. Hein? Les épisodes sortent d'une semaine à l'autre. Tu sais, nous, on est là 4 heures, on les fait back-à-back, mais eux autres, ils ont une semaine de temps quand même à réfléchir avant la prochaine. Ça va leur permettre de digérer comme les pilules qui sont peut-être un petit peu plus difficiles les s'ouvrir, à avaler, les préparer à la suite des choses. Parce que c'est toutes des choses que j'aimerais, tu sais, qu'à la fin des épisodes, bon, ils seront peut-être pas guéris, mais j'aimerais ça que les auditrices se sentent plus importantes dans leur propre vie, qui réalisent peut-être, au lieu de peut-être pas d'être guéris, mais qui réalisent à chaque fois qu'ils transgressent leurs propres valeurs, identité, barrières pour faire plaisir aux autres à leur détriment. J'aimerais ça qu'ils le réalisent. Fait que c'est un peu le but de nos podcasts en commun. Mais déjà, beaucoup d'informations. Je pense qu'effectivement... Oui, puis tu sais, parce que moi, je mets souvent le processus de maturation affective de l'avant, puis de reconnaître nos besoins, de reconnaître, de ressentir nos émotions, puis de se donner le droit d'avoir des besoins puis des émotions, ça fait partie du processus de maturation affective. Puis pour beaucoup, ça a été stoppé, cette affaire-là, comme on disait tantôt. Puis il y a des moments dans notre vie d'adulte où notre maturité affective va être challengée par l'immaturité de notre enfant. Il y a une phrase que j'adore là, qui dit « Il n'y a rien qui teste plus la maturité d'un adulte que l'immaturité d'un enfant. » Puis justement, hier, ma fille était immature, elle avait de la misère, nanana, mais ça a testé ma propre maturité. Puis, tu sais, à un point là, que je me prends comme exemple parce que je veux que vous sachiez que c'est pas parce que j'ai 6 années d'études universitaires puis des centaines d'heures de formation en continu que ça me place à l'abri d'être bébé lala, moi aussi, dans certaines situations, là, puis que ma maturité affective, elle prenne le bord sur un moyen temps. Être parent, c'est pas juste de connaître des affaires, c'est de vivre des affaires. Il y a personne qui nous prépare à ce que nos systèmes nerveux vont devoir vivre là, en étant parents. Puis, justement, hier... nous autres, on a une lutine qui vient la fin de semaine donner des petites surprises, là, OK? Puis... Tu sais, quand je dis que j'ai été bébé lala, là, mais j'avais pas le goût de lui donner sa surprise à ma fille parce qu'elle m'avait fait CHIER. Tu sais? Ça passe quand on l'épelle, alors? Je sais pas. On va l'essayer. OK? Elle m'avait fait suer. Ah bon, tu vois, il y a des synonymes qui passent. Ouais. Fait que... Puis il a fallu que je me parle. Je dis, non, là, Sarah, là t'es vindicative. Là, tu veux te venger parce qu'elle t'a pas permis de dormir. Parce que finalement, moi, j'ai pas dormi, là, OK? Je l'ai bercé, fait que j'ai pas dormi. Fait que je voulais me venger. Mais ça, c'est pas d'être mature, là. Tu sais, justement, c'est pas de voir au-delà du comportement. C'est de penser qu'elle faisait exprès, la maudite. Ben non, elle faisait pas exprès, la maudite, OK? Ben non, elle avait de la misère, c'est tout, ça arrive. Fait qu'il a fallu que je me parle et dire, non, Sarah, là, t'as pas le goût de lui donner sa maudite surprise, mais tu vas lui donner pareil, là. La magie de Noël, là, elle va pas s'en aller. Tu sais, c'est ça. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté de la part de ma fille. C'est pas qu'elle faisait pas assez d'efforts pour s'endormir, là. C'est qu'elle était pas capable de s'endormir. Puis c'était à cause de moi, dans le fond, là. Tu sais, si on recule, comme tu disais tantôt, là, tu sais, quand on est dans la situation, on le voit pas, là. Ben c'est ça, moi, j'aime bien dire, quand on est collé sur l'arbre, on voit pas la forêt. Mais moi, j'étais collée sur l'arbre, j'étais impliquée émotivement, j'étais centrée sur mon propre besoin. Fait que j'étais pas capable d'avoir une bonne idée de ce qui se passait. Mais là, maintenant, avec un peu de recul, je le vois bien. Tout partait de mon attitude de j'étais zéro
zéro dans la connexion. Ça a alarmé ma popoune qui dépend de cette connexion-là pour assurer sa survie, là, rien de moins. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'elle n'était pas capable d'apaiser son petit corps. Mais bref. Mais c'est merveilleux que tu donnes un exemple que toi, tu vis pour normaliser le fait que ça va être tout un défi. Puis si on va conclure cet petit épisode-ci d'introduction... Ben, c'est parce qu'on a d'autres affaires, là. Ça passe donc bien vite. Ben, je le sais, mais tu sais, moi, je regarde l'heure. C'est correct. Faut conclure. J'aimerais ça que tu conclues. On finit ça comment, ce verbe-là? Je vais conclure. J'aimerais ça que tu fasses la conclusion de l'épisode. C'est bon, ça? Oui, c'est bon. Hey, sérieux. Moi, avec, j'ai pas bien dormi cette nuit à l'aide encore, OK? Hey, je te dis, je l'avais au sein, il me lâchait plus. Le petit coquin. Mais ce que je veux que tu dises, c'est comment qu'ils devraient se préparer émotivement, les filles, à l'écoute des prochains épisodes qui risquent quand même d'être confrontants. Oui. Bien, je peux te faire une petite anecdote vite d'abord? Tu as le droit. OK. J'ai le temps. C'est surtout ça. On a toujours le temps. Ça va prendre on est dans la conclusion, en fait. T'sais. Parfait. J'avais une discussion avec ma physio pour mon genou. Oh. Puis elle me disait... je disais que j'avais consulté en physio en 2012, puis c'était complètement différent, les rencontres. Puis j'aimais vraiment ça, comment ça se passait en 2023. Puis elle me dit, « Ah, mon Dieu, si tu savais, ça a tellement avancé, les connaissances. Il y a des exercices qu'on recommandait, là, il y a 10 ans, là, qu'aujourd'hui, on sait que ça empire la situation du genou. Puis elle dit, mon Dieu, je me suis senti mal quand j'ai su ça, puis patati patata. Puis là, ben, je sais pas si tu me vois venir, mais c'est exactement la même affaire avec la science du développement. Des affaires qu'on recommandait de faire, il y a 10 ans, qui aujourd'hui, on sait que ça va empirer la situation. Fait que c'est sûr que quand on a devant nous, tu sais, qu'on soit enseignante, parent ou éducatrice, mettons, là, ou intervenant même, tu sais, tous les professionnels qui, eux aussi, ont recommandé des tableaux de récompense, puis des conséquences logiques, puis du retrait, puis des ultimatums de je compte jusqu'à 3, puis toutes ces techniques-là. Hey, attends 2 Quoi? secondes. Ma voisine haïtienne, elle dit, Mélanie, je t'entends compter jusqu'à 3, mais si tu te rends à 3, c'est quoi qui arrive? T'es bas? En fait, je me suis jamais rendue jusqu'à 3. Mais on en reparlera dans un autre épisode, OK? Je sais même pas qu'est-ce que je fais à 3, tu sais. Mais je le fais encore 1, 2, 3 par temps. Fait qu'on va en reparler. On en reparlera. Parfait. Fait que continue. Je te laisse Mais bref, c'est ça. Il y a beaucoup d'interventions qui étaient largement recommandées, qui étaient dans les livres de parenting, qui étaient enseignées à l'université. C'était enseigné. C'est normal, OK, qu'on ait intégré ça comme étant la chose à faire. Fait que c'est vraiment inconfortable. Tu sais, peu importe... c'est quoi notre lien avec l'enfant? C'est toujours un lien de caring, là, qu'on soit intervenant, enseignant, éducatrice, parent. On veut prendre soin. Fait que de savoir que ça pouvait être nuisible, ça va à l'opposé de ce qu'on voulait réellement. Fait que c'est sûr que c'est inconfortable. C'est sûr. Puis le danger avec cet inconfort-là, justement, quand la culpabilité embarque, c'est que la honte se joigne au party. Si la honte se joint au party, puis que là, justement, on a honte d'avoir fait ça. Et là, on veut plus sentir ça. Notre cerveau, il est programmé pour nous protéger de ces émotions-là tellement inconfortables. Donc, inconsciemment, notre cerveau va déclencher des mécanismes de défense. Puis, il risque de rejeter le message. C'est ceux qui rejettent toutes justement, les nouvelles... même au niveau de l'accouchement, là. C'est la même chose qui arrive. Les gens sont là en caring, sont là en soins. Ouais. Puis finalement, la plupart des choses qu'ils font, ça va nuire à la santé à long terme, autant émotive que physique. C'est pas ça qu'ils souhaitent. Fait que c'est ce que j'observe souvent, c'est de la fermeture. Ouais. Puis je suis comme, ils rejettent, mais c'est les dernières données probantes, même les recommandations de l'OMS. Ouais. Tu sais, oui, c'était le caring qu'on connaissait, mais ça change. Puis je pense que ce qui est beau, c'est d'évoluer. Oui, mais ça, là, oui. OK? Juste parce que... C'est dur. On va en reparler, OK, dans un autre épisode, mais on n'a pas appris à apprivoiser nos émotions désagréables. Ben non. La culpabilité, c'est désagréable. Puis comme on a appris justement à refouler ça ou à rejeter ça, ben on l'accueille pas. On n'écoute pas qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre culpabilité, parce que c'est notre amie, dans le fond. Toutes les émotions sont nos amis, là. Même ceux qui sont pas le fun. Les émotions, aussi désagréables soient-elles, il n'y en a aucune qui est dangereuse, OK? Aucune. C'est d'être tout seul dans une émotion qu'on comprend pas qui peut amener la détresse. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle de la culpabilité pour que, justement, on soit pas tout seul dans des émotions qu'on comprenne pas, qu'on soit capable d'accueillir la culpabilité puis que cette culpabilité-là nous permette de grandir de l'intérieur, de nous adapter, d'évoluer, de comprendre c'est quoi ma petite blessure affective par rapport à cette information-là que je reçois qui me confronte. C'est pas le message du professionnel qui est culpabilisant.
c'est la blessure affective qui est réactivée à l'intérieur de toi qui te fait sentir tout croche. Mais nous, les professionnels, on va continuer à amener les données probantes, même si ça peut être inconfortable, parce que c'est notre job, OK? Fait que soyez à l'écoute de ce que ça vous fait vivre, mais nous, on va continuer, fait que soyez prêts, mais on va vous accompagner. On va pas vous laisser tout seul là-dedans. On va faire ça main dans la main. On va vous accompagner à travers des affaires peut-être un peu inconfortables, mais qui est nécessaire, puis qu'au final, ça va vous faire grandir de l'intérieur. Ça va vous faire évoluer. Puis il y a quelque chose, c'est challengeant au début, mais moi, j'ai pris goût. Ma coach en web, là, elle nous avait dit, tu sais, quand tu regardes quelqu'un sur le web, puis en dedans de toi, il y a une émotion désagréable qui ressort. Au lieu de plus la suivre ou d'arrêter de regarder, puis tout ça, tu sais, questionne-toi, qu'est-ce que ça vient chercher en dedans de toi? C'est quoi la blessure, ça vient veiller? C'est ça. Qu'est-ce que ça vient de travailler? Travaille-là, c'est beau. Puis on a besoin de cette évolution-là. Puis ce que je veux dire, tu parlais de nous aussi en physio, on l'a eu, tu sais, on disait faites dodo sur le ventre, les bébés, un bout de temps. Puis là, on a réalisé qu'en disant dodo sur le dos, bien là, il y avait moins de décès de mort subite du nourrisson. Fait que là, mais ça a été la recommandation très longtemps, dodo sur le ventre. Puis là, d'un jour au lendemain. Fait que moi, ça, c'est un des messages, OK? Parce que scientifiquement, il y a beaucoup de recommandations, mais on va être un peu comme des petits cobayes dans la société. Puis à un moment donné, on analyse les effets à long terme. Puis là, le comportemental, on est rendu à savoir au niveau du long terme les effets positifs et négatifs de ça. Puis là, on est dans une période où on doit venir adapter, puis les recommandations, ils ont changé. Puis tu parlais d'instinct tantôt. Moi, je pense, peu importe les recommandations, que même nous, on va partager aujourd'hui, si ça n'avait pas entendu toi, puis dans le moment présent, tu te dis, aïe, je le sens pas, mais notre instinct, il domine. Les recommandations. Parce que des recommandations, c'est pas l'absolu. Puis on peut pas dire que la science a fini d'évoluer. Puis ça, c'est un enjeu, hein, parce qu'on pense souvent, hey, ça m'a été recommandé d'un professionnel de la santé. C'est sûr que c'est la vérité absolue, mais c'est souvent pas tout à fait le cas. Là. Fait qu'il faut vraiment renouer avec notre instinct. Fait que ça aussi, je vous invite à le faire avec les épisodes à suivre. Mais là, on s'arrête. Oui, il faut qu'on s'arrête. Parce qu'on le savait, hein. S'il n'y avait pas de médiatrice, on allait faire... puis on a juste 4 heures, puis tu viens de me rajouter un épisode. Fait que... Parfait. Avec ce que tu viens de dire. Fait que merci, hein? Merci, gang, d'avoir été à l'écoute. On vous attend la semaine prochaine en grand nombre pour vous chambouler les plaies. Mais en douceur. On va essayer de guérir ensemble, OK? Il y a un but de douceur à la fin, mais on peut pas se chambouler sans faire de tracas. Puis c'est important de comprendre, tu sais, que nos racines sont enracinées, mais quand l'arbre, il bouge, ça, c'est ma sage-femme qui dit ça, bien, l'arbre, c'est pas confortable quand il est pris dans une tempête, mais cette tempête-là est essentielle. Mais nos racines restent. Fait que c'est important. Donc, je vous souhaite une super tempête. Parce que nous, hein, ce qu'on veut, c'est que le monde change. Pour le mieux. Voilà. Fait que préparez-vous à la tempête, les filles. On vous attend la semaine prochaine.